Bonjour tout le monde, bienvenue aux Machines, Maxime Tardif au micro. Cette semaine aux Machines, Guy Baillargeon. Guy Baillargeon, pour les gens qui le connaissent ou le connaissent pas en fait, est un consultant immobilier, très connu en fait dans le milieu immobilier, mais également il a fait de la télévision pour une émission qui s'appelait Chasseurs de maison, qui était sur Casa Télévision il y a quelques années, en compagnie de Jeff Tremblay. J'ai invité Guy Baillargeon à venir sur l'émission parce que c'est un gars qui est un féru de culture, c'est un gars super intéressant, c'est un gars de mindset et d'investissement immobilier. Donc, vous allez voir, dans cette émission-là, on parle d'un paquet de trucs très intéressants, dont un des sujets, c'est un jeune homme de 17 ans qui a fait la manchette récemment à Québec en investissement immobilier. Donc, on parle un petit peu de ça. On parle d'être parent, on parle d'un millier de trucs qui vont sûrement vous intéresser. Alors, je vous incite à écouter l'émission jusqu'au bout. Encore une fois, je vous remercie pour être de plus en plus de gens à augmenter les codes d'écoute. Ça grimpe en flèche, plusieurs milliers de downloads jusqu'à maintenant. C'est super encourageant, super motivant. N'oubliez pas de liker notre page Facebook, de partager les podcasts, d'aller mettre des commentaires également sur YouTube, de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vraiment encourageant puis ça nous aide, nous, à augmenter le contenu. Et plus vous augmentez l'audience sur les différentes plateformes, plus il y a des gens qui décident de venir nous voir puis discuter avec nous parce qu'ils trouvent le projet intéressant. Alors, merci d'être à l'écoute, merci de nous encourager et bienvenue aux Machines. Bonjour et bienvenue aux Machines. Cette semaine, nul autre que Guy Baillargeon. Guy Baillargeon, bienvenue aux Machines. Bonjour Maxime, merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être ici, puis d'avoir visité le studio, puis d'avoir fait connaissance avec Chuck, qui est un super technicien. Yeah! Ouais, merci. Content. Chuck est très connu dans le milieu du podcast. Puis toi, tu es très connu, en fait, dans le milieu de l'immobilier. Tout le monde qui s'intéresse à l'immobilier dans la région de Montréal, même au Québec, va beaucoup te connaître pour ce que tu fais. Tu es un féru de culture. Ça fait longtemps que je te connais. Oui. On se connaît, on se fréquente des fois, on se voit, mais à chaque fois que je te rencontre, j'ai des bonnes discussions avec toi. J'ai eu la chance d'être invité sur ton podcast qui s'appelle Ensemble, on va plus loin. Oui. On parlait d'ailleurs de partenariat en affaires un petit peu plus loin dans le podcast tantôt. D'accord. Il manque Stéphanie qui n'est pas ici aujourd'hui. Ben non. C'est pas parce que j'avais peur qu'elle tombe en amour avec toi, c'est parce qu'elle a passé la nuit à l'hôpital, mais là, elle va bien, elle se repose. OK. Il n'y a rien de grave, tout le monde, Stéphanie va très bien, mais c'est un tête-à-tête entre moi et Guy. Mais là, c'est sûr que ça peut y avoir peut-être donné un coup, le fait de savoir que je m'en venais ici. Là. C'est ce que je pense aussi, parce que pendant qu'elle était à l'hôpital, dans le triage, elle a dit le nom Guy à quelques reprises. Guy. Elle va manquer Guy. Elle dort en haut, elle dit, écoute, qu'est-ce qui Ben, je te salue, Stéphanie, puis je t'embrasse, puis je te souhaite un prompt rétablissement. Bon, super. Ben, écoutez, par le moment que l'émission va passer, elle va être déjà rétablie, ne vous en faites pas tout le monde. Donc, bienvenue, je suis content de t'avoir aujourd'hui, puis je pense qu'il y a plusieurs sujets qu'on va aborder ensemble, parce qu'évidemment, tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup de contenu à donner. Tu as d'ailleurs amené ton livre que tu as écrit qui s'appelle 107 principes pour investir en immobilier au Québec. Oui. On va avoir la chance de parler de ça aussi, mais pour les gens qui te connaissent moins, tu as un parcours assez intéressant et assez complet, puis je le regardais justement encore en préparant l'émission sur ton site web. Tu veux-tu nous faire un petit rendu de ça, ton parcours personnel et professionnel? Oui, ben disons personnel. Un bonjour. Mes parents m'ont donné naissance sur l'île Jésus à l'époque, hein? Qui est devenu Laval. Il n'y avait même pas d'hôpital dans le temps. J'ai l'air vieux comme ça. Je suis né à l'hôpital Sacré-Cœur de Cartierville parce qu'à Laval, il n'y avait pas d'hôpital. Il y avait un dispensaire de brousse. C'est tout ce qu'il y avait à l'époque. Ça a bien changé. Et ben c'est ça. Mes parents sont allés s'établir dans... C'est-tu la Montérégie? C'est-tu les cantons de l'Est? On ne sait pas trop. En tout cas, c'est un village qui s'appelle Donham. Ah, Donham, oui, qui est endroit. Très populaire maintenant. Ils ont trouvé ni plus ni moins qu'un genre de domaine là-bas. Et c'est là-bas. Et en même temps, c'était comme une base de plein air chez nous. Donc, on a eu une enfance très heureuse. C'est plate à dire. Je peux pas dire que j'ai vécu dans l'indigence et que tu sais on n'arrivait pas à manger puis mes parents me battaient ou t'as pas été magané. J'ai vécu à la Belle Étoile puis je mangeais des scorpions pour souper. Malheureusement je peux pas dire ça. Non mais tu sais il y a pas ce storytelling là dans ce qui me concerne. Famille unie, parents amoureux, frères et sœurs adorables encore aujourd'hui. Et ben les études, ils m'ont amené... Tu sais pas ce que tu veux faire quand t'as 12, 15, 18 ans. Tu le sais pas. T'as un orienteur encore plus perdu que toi. On l'appelait le père Boussole, d'ailleurs, hein, notre orienteur.
D'habitude, il y a 3-4 choix de travail. Tu vas avoir avocat, policier, docteur, puis architecte, une couple. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il t'a proposé à Et l'époque. si t'es pas gros, pas grand, plombier. Ouais, c'est vrai. Parce que tu peux te glisser en dessous des éviers facilement. C'est vrai. Fait que dans mon cas, je savais vraiment pas ce que... En fait, sais-tu quoi? Moi, je voulais faire de la carrosserie automobile. C'est drôle, hein? Parce que mon idole, à mon adolescence, là, c'était... en fait, j'entrerai pas dans les détails, mais c'était quelqu'un de mon entourage, un monsieur pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Puis premièrement, il s'arrangeait hyper bien dans la vie, mais il travaillait très, très fort. Puis je faisais de la soudure dans le garage de mon père pour le plaisir, puis tout ça. Puis je faisais mais j'étais bon à l'école. J'avais des 90%, les deux doigts dans le nez, puis tu sais, je faisais zéro effort. Finalement, je suis rentré au cégep au 3e tour, je crois, parce que mon prof de théâtre à l'époque, il m'a engueulé littéralement. Il m'a dit, c'est pas vrai que tu vas faire un gars de body, tu sais, un bodyman, là, ou quoi que ce soit. Il voyait pas ça comme ça. Il me dit, il faut absolument que tu ailles au cégep, il faut absolument que tu fasses des études supérieures. Fait que c'est comme ça que je me suis ramassé en sciences humaines, pas trop de maths, là, au cégep. Et puis là, c'est là que j'ai eu la piqûre vraiment, tu sais, des études, puis tout ça, puis éventuellement, l'université, pourquoi pas? En me disant, donc, je vais appliquer en droit parce que c'est une culture générale, mais là, il y a l'équivalent d'un TELSAT pour entrer, tu sais, un test d'évaluation ou un test d'aptitude à la profession. C'est que t'es toujours comme 3500 personnes, ils prennent 350 personnes, fait que quand tu fais partie du 10%, t'es super content, fait que ça m'est arrivé, ça. Faites un bac en droit. Suite à ça, j'en avais pas assez. Puis ma femme, parce que j'étais jeune marié à l'époque, lorsque j'ai terminé mes études de droit, elle, son rêve, c'était de faire une école de mode. Et pas n'importe où, elle voulait faire ça à Paris depuis qu'elle était toute jeune. Fait que finalement, on s'est ramassé là-bas. Écoute, on s'est ramassé, en fait, on a vécu le rêve d'aller vivre en France, à Paris, tu sais, elle, dans une école de mode privée. Puis moi, à la Sorbonne, en étudiant le droit de l'environnement, c'était très à la mode à la fin des années 80. Et je me ramasse là-bas. Panthéon-Sorbonne. Et puis, c'est des souvenirs extraordinaires. J'ai rencontré des personnalités là-bas. Tu sais, je veux pas laisser tomber des noms, mais des personnalités connues. Un ancien premier ministre du Québec avec qui je m'étais lié d'amitié à l'époque. Et on a eu beaucoup de contacts, de rencontres. Ça m'a amené à écrire des discours, en tout cas pour des personnalités politiques à l'époque. J'ai fait des journées dans des tours à bureau. Tu sais, quand t'as 23 ans, ça a l'air de rien, mais ça t'impressionne. Yeah. Donc, j'étais expert dans mon domaine. Tu sais, en tout cas, c'est le titre qu'on m'avait donné. Tu sais, j'avais pas fait 10 000 heures, là. Tu sais, la fameuse théorie là, des 10 000 heures. J'étais loin d'avoir fait 10 000 heures dans ce domaine-là, mais j'en mangeais littéralement. Fin des années 80, on sortait à peine du fameux crash boursier qui avait eu lieu quelque temps avant. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, il y avait une crisette économique. Je vais toujours rappeler ça comme ça, une crisette économique. Tu sais, il y avait pas de grue qui construisait. Il y avait un ressac au niveau de la nouvelle construction. Hein. Les entreprises, on se rappellera, engageaient plus ou moins. Il y avait un genre de stand-still économique où est-ce que il y avait pas la confiance qu'on a vécu par la suite ou qu'on avait vécu avant, le fameuse, lorsque la bulle a éclaté. Je me ramasse dans cette histoire-là, moi. Pas vraiment de travail à temps complet, des mandats sporadiques, très payants, mais moi, à 23, 24 ans, je cherchais plus une stabilité que ça. Tu veux fonder une famille, tu veux avoir... Tu sais, j'ai jamais eu à ce moment-là à l'esprit que aujourd'hui, je ferais ce que je fais. Alors, c'est un peu ça qui était mon cheminement, jusqu'à ce que je devienne activement sur le marché du travail. C'est un cheminement. En fait, les décisions, tu sais, on dit prends une décision puis rends-la bonne. Ça dépend à quel âge t'as. Ouais. Tu sais? Ouais, c'est bien dit, par exemple. À 50 ans, ouais. Ouais. Mais à 19, 20 ans, 25 ans, 30 ans, pas sûr. C'est ça. On va en parler longtemps, là. Mais cette espèce de pression, soit que la société nous met, soit qu'on se met nous-mêmes à être
placé à tel âge. Ouais. On devrait, tu sais, avoir, à moins que tu aies un trouble obsessif compulsif, là, tu dis, là, ben, à 20 ans, je dois être rendu là. Mon tournevis doit être à telle place dans la boîte. Tu sais, selon ce que, mes enfants doivent faire ça dans la vie, tu sais. T'es qui, toi, pour décider pour les autres? Commence donc par t'occuper toi-même de faire quelqu'un de toi-même, tu sais. Un bonjour, je me ramasse en Ontario. J'ai vécu une super aventure professionnelle là-bas pendant 6 ans. Avocat d'une grande compagnie d'assurance canadienne. Là, j'ai appris... Premièrement, j'ai découvert le ROC. J'ai adoré. Rest of Canada. Wow! C'était le fun. On avait tellement... Et c'est là que je m'aperçois, t'as beau avoir un QI de tant de points, t'as beau avoir pensé que tu connais plein d'affaires, même tu connais rien... Tant que tu t'es pas frotté à tu sais, parce que nos systèmes, des fois, ils font nous affronter, hein. Je sais pas si c'est quelque chose qui te rejoint, ça, mais on grandit des fois en se faisant dire, ben, hey, telle affaire, ce monde-là, non, tu sais, c'est, wow, c'est quoi cette affaire-là? Fait qu'on est un peu le produit de ce qu'on a entendu. Et j'ai adoré mon expérience là-bas. Je me suis fait des amitiés qui ont survécu, un peu comme toi. Lorsque tes expériences de camp de vacances aux États-Unis, lorsque tu étais plus jeune, encore aujourd'hui, tu en bénéficies, puis tu en fais bénéficier tes enfants. Fait que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une relation qui reste longtemps. Qui reste longtemps, c'est ça. Puis, il faut s'ouvrir. T'sais. Dans le mot préjugé, hein, il y a bien le préfixe pré. Donc, je me fais une idée avant d'avoir connu, d'avoir lu, d'avoir entendu, puis j'ai déjà une idée. C'est pas bon. Faut l'essayer pour après ça faire. On parlait de jugement hier dans notre live qu'on a fait. En tout cas, je sais que c'est intemporel ton émission, mais on a fait un live donc dans lequel le jugement était au cœur de nos discussions. Sur quoi est-ce qu'on doit se baser, tu sais, pour se faire un jugement. Donc, moi, j'invite les gens à peut-être faire un peu d'introspection. Tu sais, des fois, on a le jugement rapide, hein. Puis c'est facile de manquer de jugement aussi, de décider trop vite. Exact. Qu'est-ce qui est pas bon pour nous? Puis ton parcours après ça, parce que tu as fait un paquet de choses avant, puis là, tu t'es finalement, je pense que tu as arrêté abruptement le droit. Exactement. En 2010, en fait, tu sais, j'avais le choix. Tu sais, ou ben non, je continuais à vivre, ou ben non, je me mettais à autre chose. Tu sais, j'ai eu vraiment un gros passage à vide, qui était la résultante des années probablement soit de laisser aller personnel, quoi que ce soit, de mauvaises relations, mauvaise fréquentation. Je prends tout le blâme pour ça. Ça a été à ce moment-là un paquet d'affaires dans ta vie. Janvier 2010, là, il est arrivé quelque chose, puis j'ai eu d'ailleurs un ami qui s'appelle Jean-Claude. Il m'a sauvé la vie, ni plus ni moins, au niveau personnel, professionnel, dans le sens que lui m'a dit « Hey, viens travailler avec moi, ce soir, ça va être bien, bien plaisant. » On était dans un restaurant, la Queue de Cheval, pas nommé. En fait, on était des adeptes du restaurant, puis c'est une place que c'était comme un peu comme notre deuxième chez nous. Puis comme si c'était hier. Il me dit « Attends un peu. » Il passe 5 minutes, il revient, il dit « Garde, qu'est-ce que tu fais lundi? » Ben là, je te l'ai dit tantôt, moi, la titre de la salle, c'est fini, là. Il dit, regarde, viens travailler avec moi. Fait que ça m'a, j'ai fait, wow, il m'a dit, habille-toi chaudement, fait pas chaud, là. Et c'est là que j'ai découvert, mais j'avais déjà fait des flips immobiliers, des flips rénaux dans les années avant. Et je m'étais toujours intéressé à la construction. Mais quand j'avais 14 ans, mon père, chez nous, on avait, comme je te disais tantôt, un genre de domaine, tu sais. En fait, il y avait une grange et il y avait des chevaux de race là-dessus. En tout cas, bref, les chevaux et la grange ont brûlé. Les chevaux sont morts. Mon père s'est dit pendant que ça brûlait, on va reconstruire. Finalement, j'ai aidé mon père à reconstruire cette grande... Tu sais, c'était plusieurs milliers de pieds carrés. J'ai appris à... Tu sais, c'est là que j'ai appris à faire du mortier, j'ai appris à tirer des joints. J'étais un petit cul de 14 ans, là. J'ai appris à forcer, j'ai appris, tu sais, vraiment à travailler. J'ai appris à me servir d'un niveau, tirer des chalklines, etc., etc. Mon père m'a tout montré ça, tu sais. Fait que j'étais vraiment privilégié. C'est une épreuve qui m'est arrivée indirectement, tu sais, et ça a un peu comme orienté mon parcours, mais encore aujourd'hui. J'aime ça me rappeler que ça a commencé à 14 ans, donc il y a 40 ans, tu comprends? Mon aventure dans le domaine
des clous et des planches, là, ça a commencé vraiment avec le feu de la grange. Quand je disais, il n'y a pas de storytelling, c'était pas tout à fait vrai. Il y en a un petit peu là-dedans. Ce qui nous ramène à plus proche de nous, où est-ce que je me retrouve en janvier 2010, il fait comme moins 1000, dans un chantier de construction. C'est un 30 logements. C'est mon ami qui est un entrepreneur général, qui a à peu près 1000 logements à son actif depuis. Mais là, à ce moment où tu te retrouves là, t'es-tu genre, ça va-tu vraiment mal? Je suis content, là. Je suis content d'être là. Est-ce que tu savais, là? Là, c'est comme, là, j'ai plus de pression sur mes épaules. Je sais pas encore ce qui va m'arriver, mais je sais ce qui va pas m'arriver. Tu comprends-tu? Fait que là, je suis content. Parce que, en plus, moi, je suis un fumeur. Mais un fumeur, OK? Une cigarette, t'attends pas l'autre, puis je les fume, là. Ils ont pas le temps, là. Tu sais, Je m'appelle un fumeur enthousiaste. Puis, mon ami, il m'a toujours dit, la cigarette, ça pue. Alors, dans ma tête, il y a un déclic qui se produit à ce moment-là. J'arrête l'alcool, j'arrête la cigarette, parce que je me dis, je peux pas amener mon chum à me dire que je sens la cigarette puis ça l'écœure. Puis ça, c'est pas facile. Fait que j'ai arrêté cold turkey, pas de patch, pas rien, pas de pilule, whatever. Arrête la cigarette. Mets des bottines de construction, un petit casque blanc, un walkie-talkie, un pad pour prendre des notes. Puis là, je deviens... puis lui, il est là puis il est pas là. Tu comprends? Des fois, il est 2-3 jours parti, puis il revient, etc. Fait que, ce qui fait que je prends beaucoup de responsabilités. Des fois, je cale des décisions pour lesquelles j'ai comme aucune compétence. Mais il s'avère que je m'en sors assez bien. C'est ce qu'il m'a dit par la suite. Alors, j'ai vraiment adoré. Je sais pas ce qui va m'arriver, là, Maxime, à ce moment-là. J'ai une inconnue. Mais je sais une chose, par exemple. J'ai toujours été un gars résilient, tu comprends? Fait que cette résilience-là, ça a fait en sorte que on découvre des forces. C'est comme si, tu sais, l'histoire, quelqu'un a réussi à soulever la voiture en dessous de laquelle il y avait quelqu'un... soit un être cher ou soit même un inconnu, puis il a réussi à le soulever. Il ne demande pas de le faire 2 fois, il ne pourra pas. Il a découvert ces forces-là. Nous, on avait 3 enfants en 26 mois. Okay? Moi, j'étais le père que probablement que le Doc Mayou aurait battu avec sa béquille parce que j'étais un gars très, très impliqué auprès de mes enfants. Je l'ai fait vraiment là, parce que je tripais sur mes enfants. Puis après ça, j'ai coaché soccer mineur, tout ça. Bref, j'étais toujours une implication au niveau des jeunes. Qui a fait que je m'étais vraiment... je m'investis pleinement dans mes affaires. Je fais pas les affaires à moitié. Fait que là, quand j'arrive des années plus tard, au niveau de... faut que je réoriente ma carrière, puis je trouve ça donc facile. Tu sais, moi, ça fait des années, là, j'achète les pilules ou les Advil format familial. Puis là, genre au mois de mai, ma fille puis moi, on est sur l'autoroute, une de mes filles, j'ai 2 filles et un gars. Elle me dit, papa, puis ton dos, comment ça va? Là, je pense 2 secondes, hein. J'ai dit, j'ai plus mal. Ça m'avait pas, je l'avais pas remarqué. Donc, ça doit être le stress qui a vraiment disparu, les épaules qui ont baissé, tu sais, ou est-ce que tu as une tension qui s'est évaporée? Voyons, donc, c'est comme si tu revenais à la vie, tu sais. Alors, tout le monde a un passage à vide. Tu sais, ça t'arrive à des différents degrés, tu me diras. Mais c'est la résilience qui nous fait passer à travers. Tu sais. Puis encore là, je suis pas un survivant du cancer. Là. Il m'est pas arrivé grand-chose de grave. Là. Tu peux pas te mettre dans la tête des autres non plus. Mais je suis capable de parler de cette période-là qui était loin d'être facile pour moi et pour mon entourage, je dois le dire. Puis, mais c'est là que j'ai redécouvert, parce que mes enfants avaient grandi dans l'intervalle, bien entendu. Et puis après ça, ils viennent me dire, mais tu sais, pas dans les derniers temps, on n'avait peut-être pas le goût de te voir aussi souvent que maintenant, tu sais. Fait que ça fait chaud au cœur aussi, là. Tu réalises que tu es en train de passer à côté de bien des affaires. Mais puis pour quel Dieu tu es en train de passer à côté de bien des affaires, tu te le demandes, et c'est là que tu le découvres que la vie, ça vaut vraiment la peine d'être vécu, puis que faut pas s'arrêter à ce que les gens vont dire non plus, hein, parce que quand il t'arrive une épreuve, le téléphone il sonne moins souvent après, on dirait que les gens c'est naturel, je pense, hein.
on pense moins souvent à toi, puis tout ça, puis c'est là que tu découvres vraiment tes vrais amis, tu sais, puis les gens qui t'aiment vraiment beaucoup, tu sais. Puis les gens qui t'aiment le plus, en fait, je dirais que ça va être les gens qui vont prendre, ils vont avoir le courage de te parler, puis peut-être de t'inviter à soit à consulter ou soit à faire des moves, tu sais, qui n'auront pas peur de te choquer, tu sais, en te disant, en te tendant une perche. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Mais c'est pas vrai que la vie, c'est linéaire. On s'éloigne de l'immobilier. Mais je pense que l'immobilier, c'est tellement un people's business, puis toi, tu le sais très, très bien, qu'on peut pas avoir une conversation comme on a là, présentement, sans parler des émotions, des sentiments, puis etc. Tu sais, on est dans la vente, ni plus ni moins. La vente, c'est quoi? C'est un transfert d'émotions. On est obligé d'en parler. Donc, puis il y a des phrases, des formules toutes faites, là, on est la somme de nos expériences antérieures. Ben, excuse-moi, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Puis ce qu'on offre aujourd'hui, ben, c'est ce qu'on a accumulé. C'est la somme. Il y a des choses qu'on a laissées tomber, des affaires qu'on a mis dans notre sac. Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est qui on est, tu sais, puis qu'on est capable d'être utile, en fait, aux autres. Puis la fameuse meilleure version de soi-même, là. Pas facile à atteindre, ça. Pas facile. C'est une journée, ça. On n'arrive jamais. Il n'y a pas de destination là-dedans, right? Non, c'est un long chemin. Comme ici, là, ton beau tableau là, que je trouve si beau, une belle route sinueuse en asphalte au travers des collines. C'est magnifique. Tu sais que j'ai acheté ça dans une période aussi qui était plus difficile pour moi, cette toile-là. Ah, c'est vrai, ouais. Puis j'ai vu ça dans le studio, j'ai dit, ouais, c'était un changement dans ma vie. Puis j'ai acheté ça, j'ai dit, c'est dommage beau, cette affaire-là. Puis ça représentait justement un peu, tu sais, les changements dans la vie. Puis en même temps, tu sais, il n'y a rien là-dessus. Fait que tu dis, écoute, la route est pas mal libre en avant de toi avec ça. Tout à fait. Tu sais, exactement. Mais si on va trop vite, on risque de déborder les lignes. Puis, en fait, c'est quoi? C'est dans la vie, là, c'est sûr que les excès, c'est jamais bon. Donc, si on se tient entre la ligne blanche puis l'autre ligne blanche, les sorties de route, on les évite. Un peu ça aussi, là. C'est drôle, il y a une théorie en psychologie qui parle des deux lignes. Hein. Justement, on navigue toujours entre le chaos puis la rigidité, tu sais. C'est ça les deux extrêmes de la vie, c'est le chaos puis la rigidité. Puis il faut naviguer là-dedans, puis c'est toujours, tu vas te rapprocher un petit peu trop du chaos, puis il faut te ramener vers le milieu de la route, c'est un peu ça aussi. Mais la vie, c'est ça, tu sais. Puis toi, tu as vécu un moment de ta vie qui a été rock'n'roll, qui a été comme ton downfall, qui t'a amené vers autre chose. Mais souvent, dans tous ces processus-là, il y a souvent un étincelle qui se passe. Des fois, c'est un livre, des fois, quelqu'un qui te parle ou des choses comme ça. Puis je sais que dans ton cas, entre autres, je sais que même sur ton site web, tu parles du livre Think and Grow Rich, qu'un paquet de monde ont lu, qui ont vu. Arrête de me parler de ça, man. C'est trop. Il y a de la synchronicité dans l'air. Ah, c'est bon! Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est passé à mon bureau. On devait se voir à Montréal. Finalement, j'ai un empêchement parce qu'on a on travaille sur des trucs qui ont une urgence. Il faut que je reste au bureau avec mes gens. Et c'est la personne qui se déplace vient à mon bureau. Et là, on commence à jaser ensemble. Elle me parle de ses aspirations, de ses rêves. Et elle veut c'est quelqu'un qui veut fonder éventuellement une œuvre philanthropique, tu sais. Puis je sais qu'elle a vraiment les capacités de le faire. Et elle me parle de ce livre-là. Oh yeah. De Napoleon Hill. Et moi, je m'étire le bras parce que j'ai une filière où est-ce que j'ai plein d'affaires dessus, des livres de compagnie, etc., etc. Et je m'étire le bras parce qu'il est caché entre deux. Puis je lui sors comme ça. Et là, tu viens de me parler de ce livre-là. Ouais. Est-ce que c'est un livre auquel tu as référé souvent? Parce qu'il y a un paquet de monde qui sont dans l'entrepreneuriat, dans le mindset, dans un paquet d'affaires qu'on va se référer, on va le lire des fois, on va le regarder. Parce que ça a l'air que c'est un livre que tu dois relire à chaque année. Oui, en fait, j'ai un copain qui est lutteur professionnel, ancien champion de WWE, PCO, puis à Carl Ouellette. Puis lui, elle l'a lu à de nombreuses reprises. Puis d'ailleurs, on en a reparlé lorsque je l'ai eu comme invité. Ensemble, on va plus loin. Et il me rappelait qu'il l'a lu à de nombreuses reprises. En fait, Napoleon Hill, ce qui a son mérite, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mérite, il a su interviewer, condenser et voir les interrelations puis les similarités
au niveau des démarches d'un paquet de magnats de l'industrie de l'époque où lui a fait ses recherches. Et puis, il y avait un enfant qui était sourd aussi, Napoleon Hill. Donc, il parle des efforts qu'il a fait parce qu'il s'est dit, c'est pas vrai que cet enfant-là n'entendra pas toute sa vie. On se rappellera que dans ce livre-là, il y en a questions. Et en fait, le message que moi, je retiens de ce livre-là, c'est que, ensemble, on va plus loin, c'est que... Le message, c'est que lorsqu'on n'a pas la réponse, exemple Henry Ford, là, qui s'était fait ridiculiser en commission sénatoriale, je crois, là, s'était fait poser une question, vous qui n'êtes pas allé à l'école, vous qui avez comme doublé votre première année, ou vous qui, etc., comment... C'est par quel, je sais pas, subterfuge est-ce que vous vous êtes hissé jusqu'à la tête de votre compagnie, nanana, c'est bon. Et lui a répondu tout simplement, on s'en souviendra aussi, ben écoutez, dans mon bureau, c'est pas compliqué, j'ai un switchboard, puis si j'ai une question sur la comptabilité, il y a un bouton pour le comptable, après ça, il y a un bouton pour l'ingénieur, puis un bouton, puis un bouton. Fait qu'en gros, c'est ça. Donc lui, il s'est entouré de gens plus éduqués que lui, plus bardés de diplômes que lui. Puis, c'est ça l'ultime intelligence, en fait. Tu sais, c'est qu'on a tous besoin les uns les autres. Puis, l'économie, la vie, c'est un écosystème où est-ce que tous sont utiles et on peut demander à tout le monde de venir nous donner un petit coup de main. Ouais. Alors, c'est un peu ça. En tout. Puis, le cerveau collectif, le fameux cerveau collectif, dont l'équation, pour moi, c'est 1 + 1 = 3. Ouais. Oui. Ça se résume à ça. Oui, ça fait du sens. Mais c'est drôle, la synergie, là, on pourra écrire une encyclopédie sur ça. 1 + 1 = 3. C'est drôle, Paul Béliveau, qui est un peintre, était ici à l'émission cette semaine. Puis c'est ce qu'il disait, lui, c'est un très bon peintre. Puis j'ai engagé à un moment donné une portraitiste qui était exceptionnelle. Tu sais, mais il s'était entouré de gens. Puis j'avais la discussion avec lui. J'ai dit, écoute, et finalement, le phénomène de s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous autres, tu sais, ça fait vraiment du sens, c'est totalement. Tu sais. Puis c'est ce que tu dis aussi aujourd'hui, dans le fond, quand tu t'entoures du monde, puis il y a plein de monde qui ont réussi, puis moi aussi, dans ma business, il y a plein de monde qui sont meilleurs que moi dans ce qu'ils font. Puis c'est vrai que je pense que c'est une des clés du succès de ce qu'on fait. Mais il y a la théorie aussi des tiers. Tu sais. On dit que en tant qu'individu, là, on devrait s'entourer d'un tiers de personnes qui sont nos mentors, tu sais, qui peuvent nous apporter par leur expérience, leur connaissance, leur éducation, et ainsi de suite, ce qu'on n'a pas. Puis nous, notre rapport à nous autres, mais c'est de mentorer un autre tiers, c'est-à-dire d'apporter nos connaissances, notre support et puis notre bagage, en fait, à des gens qui sont dans notre entourage, que l'on choisit. Puis ça forme un tout. Je pense que ça fait du sens, cette affaire-là. T'sais, on vient à l'écosystème. Je pense que oui. Puis c'est pas vrai. C'est pas vrai que on fait tout ça par soi-même. T'sais. Au contraire, tu risques de te ralentir. Ensemble, on va. Ouais, on va plus loin. Puis tout seul, on va. On va moins loin, non. On va plus vite, ça a l'air. On va plus vite, oui, c'est ça. Fait que ça, c'est là-dessus beaucoup que tu travailles en immobilier, sur Ensemble, on va plus loin, sur ton podcast aussi. Ben, toi, t'es en fait, un marathonien, tu fais des Ironman, etc. Puis ça devient, moi, des fois, je donne l'exemple, parce qu'en passant, la dernière fois que j'ai couru, c'était, je crois, à la fin du secondaire 2. Non, il y a 2 fois que j'ai couru. Oui, mais la deuxième fois, je la compterai pas. Mais la dernière, c'est-à-dire l'avant-dernière fois. Mais la dernière fois, Maxime, où je me rappelle d'avoir couru, c'est que c'était à la fin, juste avant la fin du secondaire 2, puis c'est parce que j'avais manqué l'autobus. Je courais après le chauffeur, puis qu'il arrête. Mais as-tu quand même une routine? Parce que, tu sais, les gens, souvent, à succès, ils ont certaines routines dans ce qu'ils vont faire. Tu sais, tu dis, Maxime, je suis pas vraiment un grand sportif, mais as-tu des habitudes? OK. Ben, en fait, tantôt, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a les sprinteurs puis il y a les marathoniens. Fait que, tu sais, quand tu donnes un gros coup puis que tu tombes mort après, là, c'est peut-être pas la formule la plus gagnante lorsque tu vas être en affaires. Parce que, là, à la fin de ce sprint, tu vas dire, OK, mon travail est fait. Mais tu risques de te faire dépasser. Tandis que le marathonien, lui, bien évidemment, ça va être de longue haleine, puis là, il y a un plan. Il va avancer, tu sais, à la vitesse, mais il va être... il va pour le long run. Ouais. Alors, comme je t'ai dit tantôt, j'ai utilisé le mot TOC. J'ai pas vraiment de TOC. Je fais mon lit à chaque matin. Mais au-delà de ça...
Non. Mais par contre, j'ai une constance, puis j'ai une motivation. Tu sais. Ça, j'essaie de l'avoir. Puis ça, l'autodiscipline, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est plus facile d'être discipliné quand on veut montrer l'exemple aux autres, parce que le jour qu'on arrête de faire ce que les gens nous voient faire, ils se disent, mais là, c'est quoi, il est rendu? Il a pris sa retraite, là, il l'a pas dit à personne. Alors, j'essaie d'avoir une forme de discipline, mais j'avoue que c'est pas facile. C'est pas facile. Présentement, on te voit souvent avec Jean-François Tremblay. Tu es toujours dans le flip immobilier, tu es toujours dans l'investissement immobilier. Comment tu vois l'investissement immobilier? Parce que c'est de plus en plus difficile. C'est une source de revenus qui intéresse souvent les gens pour améliorer leur situation. Oui. Tu es un peu une machine là-dedans, dans tout ce qui est dans le fond stratégie immobilière. Comment tu vois ça pour les prochaines années? C'est quoi, selon toi, les créneaux à regarder un petit peu plus à ce niveau-là? Je sais que tu as un livre que tu as écrit là-dessus. C'est quoi ton take là-dessus? C'est moins cher cette année que ça va être l'an prochain. Je dis souvent ça ici. Plus on forme les gens, oui, hein? Ouais. C'est vrai, fait que t'es mieux d'acheter tout de suite. Aussi, les gens, en fait, on est dans une époque, pardon. Une époque où est-ce que la sophistication prend de plus en plus de place. Il y a plusieurs années, on mouillait notre doigt, puis on se disait, bon, ça vient de là-bas, donc ça va être bon. Les taux d'intérêt étaient peut-être moins élevés. C'était plus facile de revendre rapidement. Les gens étaient moins éduqués. L'argent était plus facile à trouver. Aujourd'hui, il y a même des gens qui pensent que... En fait, non, il y a des gens qui ont de la misère à refinancer parce qu'ils ont acheté trop cher. Mm-hmm. Mais ils ne savaient pas. Ils pensaient qu'ils faisaient un bon deal à l'époque. Sans prétention, nous autres, à Flip Academy, on amène les gens à passer à l'action. Pourquoi qu'on ne passe pas à l'action dans la vie? C'est parce qu'on a des peurs. Les peurs, c'est quoi? En fait, c'est tout dans notre tête. Peut-être un 8-10% des peurs qui sont véritablement fondées. Les autres, c'est notre cerveau qui nous envoie des mauvais messages. Nous, on essaie de transmettre des connaissances aux gens et puis, on n'est pas les seuls qui font ça. Mais par contre, on essaie de le faire dans un langage proche du langage de la rue, facile à comprendre. Il y a juste moi qui fais des phrases complètes, là, sujet verbe complet. C'est ce qu'on me reproche parfois. Mais toujours est-il que j'ai pas vraiment de conseils à donner. Par contre, soyez assurés de suivre une recette. Comme ça, vous allez être assurés d'obtenir un bon résultat. Ceci étant dit, à la nuance proche, il y a une nuance à faire. Mais j'ai coaché au soccer mineur, tu vas voir le parallèle que je veux faire. C'est que si vous regardez dans la même direction de tout le monde, vous n'arriverez pas nulle part. Donc, c'est que vous devez regarder ailleurs, parce que quand tu te rappelles les Timbits, les tout petits qui commencent à jouer, ben ils jouent pas le jeu des positions, fait que tout le monde s'en va, court après le ballon en même temps. Après ça, ils s'en vont ailleurs sur le terrain avec le ballon, il y a pas de but qui se compte. Donc, quand tu regardes dans la même direction tout le monde, tu trouves pas l'occasion, les opportunités sont plus difficiles à trouver. Et puis, il faut que tu commences à travailler là où les autres se sont arrêtés. Ça, c'est super important. Fait que c'est ça les nuances à faire. Au-delà de apprends les bases, puis après ça, entoure-toi des meilleures personnes. Encore là, on n'invente rien, mais c'est de pratiquer cette affaire-là, de mettre de côté son orgueil personnel. Tu sais, la fameuse je vais te poser une question, tu vas peut-être la trouver niaiseuse, là, hein, c'est ça. Ben, ça, c'est le blocage aussi. Faut passer par-dessus ça. Donc, un message, passez par-dessus votre blocage. Vous ne ferez pas juger. Oui, il y a des gens qui vont vous juger, là, mais pas nous. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment, je pense, notre marque de commerce, ça. Ça fait 6 ans maintenant que je travaille avec JF Tremblay. Ben, il n'y a pas d'hasard pourquoi ça fait 6 ans que je travaille avec lui. On s'entend bien, on fait une bonne équipe, puis on se complète bien. Et donc, ben, on l'a vu, entre autres, dans le chasseur de maison, là. Ça a duré combien de temps, cette émission-là?
Parce que pour les gens qui ne connaissent pas, Guy était avec Jean-François Tremblay sur un show de télévision qui s'appelait Chasseur de maison, qui était à Canal... Casa TV. On était à Casa et ensuite, c'était à TVA en reprise les samedis matins. Donc, ça, c'est une belle aventure qui a duré à peu près 45 jours de tournage, mais tout ça a été condensé en 14 épisodes de 22 minutes ou de 30 minutes. Là, donc, c'était le format. Mais l'avantage de ça, on était le dimanche soir à 7 heures. Donc, on était juste avant des émissions comme La Voix, des trucs de même. Alors que Hugo Girard, lui, passait à 7h30, OK, aux heures de grande écoute des autres chaînes. Nous autres, il nous avait mis à 7 heures. Okay. Fait que c'était un show qui a été très populaire. Puis, c'est jamais... pourrait peut-être avoir des suites un jour. Ça me dit quelque chose, cette affaire-là. C'est jamais. Il y a personne qui veut donner de punch ici, hein? On l'a juste glissé des affaires, puis c'est ça. Comme de semaines plus tard, tu n'entends parler. On sait jamais. Qu'est-ce que je vais te demander? J'avais une question importante pour toi qui me venait sur quelque chose qu'on parlait tantôt, mais bref, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux ici. Pas mal sur Facebook. Ouais, moi, je suis réputé pour être... En fait, c'est drôle, hein? Je suis le gars qui donne, puis encore qui donne. C'est drôle. Puis je le fais, là. Je pense que je m'en rends pas compte. Moi, je suis pas là, je vais vous vendre ça, puis tu sais. On le voit souvent. Moi, je suis pas un peddler, tu comprends-tu? J'ai de la misère avec cette attitude de marcher aux puces, là. Puis je suis pas de même, puis on n'est pas de même, tu comprends-tu? Alors, ça doit être inconsciemment que je le fais. C'est pour ça que j'aime faire des petits lives, j'aime faire des apparitions. J'ai écrit un livre, j'ai consacré 2 mois et demi de mon temps à rien faire d'autre. J'ai écrit ce livre-là. Décembre, janvier et février. Il est sorti le 22 mars 2018. Fait que j'ai vraiment consacré, là, je vous le dis, là, à 2 mois et demi de mon temps à ne faire que ça. Mais premièrement, c'est un exercice d'écriture que j'avais jamais fait depuis que j'avais fait ma maîtrise en droit de l'environnement à la fin des années 80, tu sais, de taper là, 200, 250, 300 pages. Je l'avais pas fait depuis ce temps-là. D'avoir la discipline, exemple, à la Jeannette Bertrand, là, qui a 88 ans puis qui écrit encore à chaque jour. Et donc, il fallait que, bon, des fois, c'était le genre à... la veille de la remise du travail de la session, on va commencer, là. Mais là, j'étais bon, mais toute la nuit, j'étais bon, là. Vraiment, j'étais tellement bon parce que j'y avais pensé tellement longtemps, tu sais. C'est une forme de créativité, ça. Et puis... Mais ils disent, hein, tu sais qu'il y a des recherches qui disent que les procrastinateurs, tu sais, tout le monde qui, les autres, vont tout faire, là, tu sais, il y a les procrastinateurs, il y a une courbe qui existe, les procrastinateurs, trop procrastinateurs, ils n'accomplissent jamais rien. Puis ceux qui sont juste dans le sweet spot, c'est comme les plus créatifs. Fait que c'était intéressant que tu dises ça, parce que moi, j'étais pareil comme toi. J'attendais, puis la nuit, je m'assisais, je faisais tout mon travail. Oui. C'était fait. C'était ça. Puis regarde, le score était bon, là. Il y avait des bonnes notes, là. Tu sais. Parce que c'est l'espèce de montée d'adrénaline. Je sais pas, les auditeurs, si vous savez ce que ça goûte, l'adrénaline, je vous le souhaite, tu le sais, ça a un goût, puis on l'aime ça. Fait que c'est ça. La vie, ça doit être excitant comme ça aussi. Écoute, tu étais venu dans mon bureau à un moment donné, puis tu parlais, tu dis j'ai décidé de partir à l'aventure dans la vie. Oui. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est un peu ça dans la vie, hein, tu as le choix d'être... il y a 2 choix, en fait. Puis ça qui disent, tes enfants, quand ils quittent la maison, tu veux qu'ils soient des aventuriers, des explorateurs. Oui. C'est ce que tu veux qu'ils soient. Oui, oui. Puis à un moment donné, je pense que tu as le choix dans la vie, tu es soit une personne, pas sédentaire, je dirais, mais tu es plus infirmier, tu vas rester chez toi, tu vas faire ce que tu as à faire, puis tu n'aimes pas beaucoup sortir, tu n'aimes pas beaucoup l'inconnu, ou tu as des types de personnalités qui explorent, qui veulent aller à l'aventure. Puis moi, j'ai ça en moi, toi, je pense que tu as ça en toi, mais ça m'a marqué, tu étais venu dans mon bureau, tu m'as dit, Maxime, j'ai fait un choix à un moment donné que c'était ça, partir à l'aventure. Puis j'avais relu là-dessus après, puis c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il disait là-dessus, parce qu'il disait, tu veux que tes enfants, quand tu les élèves, le jour où ils sont rendus à un moment de partir de la maison, que ce soit des explorateurs. Tu veux que ça leur tente de faire ça. Fait que ça m'avait marqué, cette affaire-là, qu'on avait parlé de ça ensemble. Wow, mais c'est bon, ça. Ben, écoute, ça me touche. Tu vois, hein? Ça, c'est des conversations que les femmes pensent peut-être qu'on n'a pas. Dans le sens que, non, mais c'est vrai, parce que, tu sais, c'est superficiel. Non. Quand on ouvre notre cœur, le moindrement, puis qu'on est capable de se parler de choses, en fait, des vraies affaires, tu sais,
les mots viennent tout seuls, tiens. Ouais. Puis en gars, on les a souvent, ces conversations-là. Des fois, Ça, c'est bon. Puis nous autres, on les a eues facilement. Parce que je pense que le contact était plus facile dans ces situations-là. Mais je te remercie pour ça. C'était des belles conversations qu'on a eues ensemble. Fait que c'est une des raisons pourquoi tu es encore ici aujourd'hui. Écoute, je veux l'ender sur ce que j'ai dit tantôt lorsqu'il y a un vide qui se produit autour de soi, puis que le téléphone ne sonne plus. Puis là, ben c'est que les gens qui t'aiment, c'est eux autres qui vont te parler. Ou qui vont jaser avec toi. Ben c'est ça. Ça devait être peut-être un moment comme ça. Moi, c'est des moments, ça m'est arrivé. J'ai mon frère, tu sais, je le remercie. Puis c'est drôle, ça le gêne des fois que je dis je te remercierai jamais assez pour m'avoir dit telle affaire dans telle circonstance. C'est que tout le monde essayer de pratiquer cette forme de communication-là. Tu sais. C'est pas juste quand vous sentez que ça va bien, quand vous sentez que ça va peut-être... Il y a une intuition. Écoutez le ressenti, super important. Ressenti. D'essayer de se rapprocher de ses émotions en toutes circonstances, que ce soit dans le domaine de la vente, tu rencontres un nouveau prospect pour l'amener dans ton funnel de vente, tu vas aller le chercher sur peut-être un trophée que tu as vu dans son bureau, tu vas l'ender sur une affaire qu'il vient de dire, tu vas essayer d'être tu sais, pour non puis fais-le sincèrement, fais-le sans arrière-pensée, pratique ta profession, ton métier, ton occupation. Après ça, ça réussit. Tu sais. Puis moi, c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup. Tu sais. J'aime ça, faire ça. Le monde, les gens me communiquent régulièrement des messages et des témoignages sur Messenger. Pas des longues affaires, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tu sais, on est dans l'ère du 140 caractères à peu près. Puis c'est suffisant comme ça. Les gens me disent, on aime tellement ça parce que tu nous encourages, tu nous comprends. Ton exemple, le livre, facile à lire, ça m'a amené à passer à l'action. Je pense que c'est le plus beau compliment que tu peux pas avoir. Fait que donner pour recevoir, semer pour récolter, puis on a tendance parfois à se décourager rapidement. T'sais. Surtout, en fait, la génération, peut-être les milléniaux, généralement, on a tendance à dire qu'ils n'ont peut-être pas de la persévérance, ils sont peut-être pas loyaux envers leur employeur, ils n'arrivent pas à l'heure, ils veulent plus aller au bureau, etc. J'osais avec quelqu'un qui a 35 employés, il en a 7 à son bureau, tous les autres font du télétravail. Ouais. Puis lui, il est le boss, puis il a 32 ou 33 ans. Mais il dit, je dois accepter ça. C'est comme ça maintenant, il faut vivre avec son temps. C'est que, toi, c'est pour ça que lorsqu'on nous donne un micro, ça vient avec une responsabilité. Et on est redevable de ce qu'on dit, tu sais. C'est pour ça que je suis pas vraiment en faveur des radios poubelles, là. Je leur enlèverais leur permis, mais ça serait de brimer leur liberté d'expression. Mais toujours est-il que ça vient avec des responsabilités, donc il faut essayer de faire le bien avec ça. Puis toi, ton émission, il y a des messages là-dedans. Tu sais. En passant, j'ai bien aimé, puis je ne les ai pas toutes écoutées, mais j'ai bien aimé celle des jumelles. Ouais. Écoute, c'est un autre style, mais les jumelles. Non, mais c'était vraiment bon. Non, mais c'était bon parce qu'ils ont vécu une époque où est-ce que c'était candide et c'était naïf. Exemple, il y avait, tu sais, c'était le sport pour le sport. C'était pas le sport pour le gros cash. Exact. Ça se passait dans, tu sais, un peu à la limite à la hippie ou à la, tu sais, mais c'est des machines de course, les filles, là. Mais j'écoutais leur témoignage et c'était vraiment bon. Puis c'était leur attitude à travers tout ça aussi. Ouais. C'était de dire qu'ils n'étaient pas scandalisés, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est changé. Ouais. C'est plus ça. C'était dans l'air du temps. Exactement, c'était dans l'air du temps, c'est ça. Puis, je vais revenir à ce que tu disais tantôt, parce que, tu sais, on est en affaires, puis il y a beaucoup de monde, je pense, qui sont soit dans le sport, soit en affaires qui nous écoutent. Puis c'est drôle, tu parlais du contact humain. Puis ça, c'est une affaire souvent on est en affaires souvent parce qu'on aime le contact humain. On aime le relationnel. Puis c'est vrai parce que on est dans une génération, dans une ère de temps où les gens vont facilement connecter sur des réseaux sociaux. En personne, souvent, le monde devient maladroit. Ils savent pas trop sur comment connecter avec quelqu'un d'autre. Puis c'est drôle en affaires, nous autres, on a la chance d'être à tous les jours, de voir
d'avoir à entrer en contact avec des gens. Oui. Puis aussi, tu commences à t'intéresser aux gens, particulièrement en affaires. Souvent, tu vas rentrer dans un contexte de négociation ou de vente. Puis hier, j'étais avec quelqu'un dans mon bureau, puis on se rencontre justement pour une transaction. OK. Quelqu'un que je ne connais pas du tout, puis je voyais qu'il était préoccupé. Puis il me disait, écoute, je l'ai eu difficile dans les dernières années. Puis là, il commence à s'ouvrir. Puis la discussion, finalement, a duré pendant 15 minutes sur le service, les choses qui avaient à être faites. Okay. Puis pendant 1h15, c'était sur son histoire de greffe de rein, de dialyse, de séparation. Fait que ça, on disait ça tantôt, ce qui est important de comprendre, c'est que de nos jours, je pense que le monde ne communique pas nécessairement bien, pas très bien. Il y a du monde qui nous aide, comme Guillaume Duluth qui est venu sur l'émission, à mieux communiquer, mais je pense que la force qu'on a, souvent les entrepreneurs, c'est de rentrer en contact avec des gens, puis c'est ça qui nous aide souvent à réussir en affaires aussi. Oui. Puis à être à l'écoute. Fait que ça, je pense que c'est un point que tu as touché tantôt, mais les gens qui écoutent ça aussi, je pense, la chose, c'est que si vous êtes en affaires, je pense, faisant un devoir de, quand tu as un prospect, quelqu'un devant toi, de connaître l'histoire de cette personne-là, parce que souvent, quand il va te choisir pour travailler avec Guy, pour faire quoi que ce soit, c'est parce qu'il veut affaire avec toi. C'est pas nécessairement, c'est oui pour ce que tu offres, mais au-delà de ça, c'est pour quitter. Puis ça, je pense que c'est un point important à retenir en fait en affaires pour les gens qui écoutent ce show-là. Bien, tout à fait. Vu que la compétition est élevée, pourquoi la personne nous choisirait versus une autre personne, tu sais? C'est peut-être parce que notre niveau d'écoute est supérieur. Fidéliser, que ce soit fidéliser nos amis, fidéliser nos clients actuels et potentiels, il faut les écouter. Même chose avec nos enfants. Nos enfants, est-ce que la société, est-ce qu'on les aime vraiment, nos enfants, quand on voit toute la souffrance de nos jeunes? Est-ce qu'on les aime, nos aînés? Regardez qu'est-ce qu'on leur fait comme traitement. Les enfants, on a l'obligation de les écouter. On n'est pas obligé d'être d'accord avec eux. Mais il arriverait... écoute, je pense que tu vas être d'accord, puis vous allez être d'accord avec moi. Probablement qu'il y aurait bien des drames évités si on leur démontrait plus d'écoute active puis plus d'amour. Tu sais. L'amour, c'est pas y acheter le dernier iPad, là. C'est peut-être d'aller passer du temps avec, de qualité, à faire une activité qui a l'air bien banale puis qui va vraiment laisser un beau souvenir à ton enfant. Ou est-ce qu'il va peut-être s'ouvrir un petit peu plus? Puis, tu sais, des fois, on a peut-être tendance à vouloir... être un petit peu tough là, avec eux autres. Puis, à les écouter, je pense qu'on peut sauver bien des situations. Jeunes, vieux, même affaire, même combat. Est-ce qu'on les aime vraiment? Puis je pense que c'est dans les gestes qu'on juge les gens et non pas dans les paroles. Oh, je lui avais dit que je l'aimais. Non, est-ce que tu l'as vraiment démontré? T'as-tu posé un geste positif? Fait que des fois, moi j'appelle ça les petits bonheurs. Des petits bonheurs. C'est son podcast, c'est Chuck. Les petits bonheurs, c'est même Ah, c'est vrai? Oh oui, je l'ai vu sur oui. Oui. C'est son podcast. Oui. Mais j'écoutais hier un podcast, puis tu parles de ça aujourd'hui. Puis c'était quelqu'un qui était placé en famille d'accueil à différents moments. OK. Puis il disait ça à un enfant. Il dit, moi, j'ai été sauvé à 14 ans, j'ai été placé dans une famille où j'ai eu juste assez de tendresse, suffisamment de tendresse, puis juste assez aussi de fermeté dans ce qu'on me disait. Puis l'exemple qu'il donnait à la fin de tout ça, il disait, je faisais tellement de bêtises, je voulais que dans le fond, parce que moi je savais que cette famille d'accueil-là allait encore me le laisser partir. Puis ce qu'il disait, il disait, écoute, je me suis retrouvé en prison un soir, ma mère d'accueil m'a dit, il va rester là pour la nuit. Puis finalement, le lendemain, il a dit, écoute, peu importe ce que tu vas faire, nous autres, on pense que tu es une opportunité pour nous. Puis on va continuer à travailler. Fait que ça sert à rien de faire tout ce que tu fais là. Mais ce qu'il disait au final, c'est que, tu sais, puis c'est ce que les enfants demandent aussi, de la rigidité, une ligne pour savoir où est-ce qu'elle est tracée, sur comment je peux me comporter. Oui. Puis beaucoup de tendresse. Oui. Tu sais, fait que c'est les deux choses, je pense que. Puis on souhaite, moi je les donne aux enfants, puis je souhaite de. Tu sais jamais, hein. Tu vas savoir si tu as fait une bonne job à un moment donné, 20 ans down the road. Ça a été bien fait. Parce que c'est là que tes enfants vont dire, papa, maman, c'est là que tu as fait ça. Tu te souviens-tu de cette affaire-là? Oui, je m'en souviens. OK, je m'excuse pour cette affaire-là. Oui. Mais ce qu'on souhaite, c'est de faire le meilleur job possible. Puis moi, c'est ça mon but dans la vie. C'est que si je fais tout avec l'optique de faire le meilleur job possible pour être le meilleur parent possible sur la terre, ben, on risque d'y arriver, mais on souhaite d'y arriver au Est-ce que c'est logique? Je pense que la question est-ce que c'est logique? Est-ce que je suis en train de dire ou faire, c'est-tu logique? Ouais. Alors, je pense que c'est ça, le GBS, en gros bon sens. Ça vaut dans tout, ça. Ça vaut dans l'éducation de nos enfants.
tabou dans l'éducation que nos parents ont voulu nous donner aussi, tu sais. Et est-ce que ça a-tu du bon sens? Donc, on retient, on les écoute, pas obligé d'être d'accord. Mais souvent, les enfants sont un assez bon baromètre si ça fait du sens. Oui. Je le dis tout le temps, moi, les enfants sont un bon baromètre de comment ça. Oui. Si tu vois que c'est sûr que des fois, ils vont s'obstiner sur des choses, mais tu vas savoir si finalement la décision était légitime, puis était correcte, puis était juste. Parce qu'ils veulent que ce soit juste. Absolument. Tu sais, des fois aussi, prendre le temps de leur expliquer, mais pas commencer là, à argumenter trop longtemps. Ça me rappelle l'anecdote de la boucherie où j'allais, mes trois, hein, on les appelait les triplets, en fait, parce qu'ils étaient trois. Et il y avait 2 ans et 2 mois de différence. Fait qu'à un moment donné, ma fille la plus jeune, avec le petit gars, le jumeau, passait pour les jumeaux, parce qu'elle avait à peu près la même grandeur. Ouais. On allait à la boucherie, il y avait des machines à arracher des bonbons, tu sais, 25 cents, t'as 3 bonbons ou 4 peanuts. Fait qu'ils ont fait le bacon une fois, ben là, je leur ai expliqué, regardez, on va aller au dépanneur, pour le même prix, on en va 10 fois plus. Tu sais, mettons, je leur disais ça de même. Oh, fait que là, tu sais, ils ont compris le concept mathématique de, OK, quand on l'achète au détail, t'en as moins, si on l'achète en gros, on en a plus le même prix, puis ainsi de suite, tu sais. Alors là, je venais de rationaliser ma réponse qui était non, je ne l'achète pas. Maintenant, on va aller ailleurs, tu vas l'avoir. En gros, tu sais, c'est ça. Donc, quand on est capable de leur expliquer le pourquoi, pas juste, c'est parce que c'est comme ça. Ça, c'est pas de réponse. Mm-hmm. Prends pas tes enfants pour des cons, là. Réponds-leur des affaires intelligentes parce qu'ils sont intelligents. Et ça, je pense qu'on a anciennement, même, c'était ça. Les enfants, ils comprennent pas ce qu'on leur dit, tu sais. Je sais que dans ma famille, ça a déjà été dit, ça, pas à nous, mais génération d'avant, tu sais. Comme si les enfants étaient pas doués d'une capacité de comprendre, puis qu'un bon jour, ils devenaient intelligents ou devenaient aptes à comprendre, ce qui n'est pas le cas. Aptes à prendre des décisions. Aptes à prendre des décisions, tu sais, ou à comprendre des explications. Mm-hmm. C'est ça. On est parti de loin. Dis-moi donc, par rapport à ça, puis c'est la question tantôt qui me roulait dans la tête, puis finalement, je l'ai oublié. Oui. C'était par rapport, puis là, corrige-moi si je me trompe, ça a fait la manchette récemment, le jeune garçon de 17 ans de Québec, qui était, je pense, un des mentorés de votre académie. Oui, Frédéric Côté. Qui a investi en immobilier, puis ça a fait beaucoup parler. C'est un jeune success story. Comment tu vois ça? C'est quoi ton appréciation de cette situation-là? Comment tu vois ça? OK. Ben, écoute, Frédéric, c'est un jeune homme, premièrement, doué d'une intelligence supérieure. Et c'est une machine à calculer. Il est tombé dedans quand il était tout petit. C'est un champion d'échecs. Dans une famille d'entrepreneurs. Il ne peut pas bénéficier, en fait, là, il a eu 18 ans en mai 2018. Mais avant ça, il ne pouvait pas signer de chèque lui-même. Par contre, il faisait ses calculs lui-même. Comprend vite, analyse vite. Juste le fait d'être... Mais il était un peu comme un bronco, tu sais, un bronco. Ouais. Il était un petit peu un cheval, un peu laissé lousse. Là. Et puis, c'était un petit peu d'encadrement qui a permis de... Il a rencontré quelques bonnes personnes qui l'ont amené au next level. Et jusqu'à ce qu'il fasse la manchette Journal de Québec qui a été partagée à des milliers de fois. Là, il y a eu... Écoute, je sais pas le nom, je pense mais... que Flip Academy... Étais-tu mentionné là-dedans, Flip Academy? C'était-tu... Oui. Est-ce que le monde le disait? Oui. OK. J'imagine que vous avez des retombées suite à ça, des gens qui vous ont contacté. Ben oui. Il est même allé donner un témoignage dans un autre endroit que je veux pas nommer, puis ça a l'air que le mot Flip Academy est sorti assez souvent. Regarde, on n'a pas fini d'entendre parler de lui. D'ailleurs, qui a fait plusieurs transactions depuis. Et puis, ça part de quoi, ça? C'est ça. Ça part de un esprit mathématique, rationnel. À 17 ans, c'est les jeunes. Habituellement, c'est pas ça qu'ils font. Puis, il y a un côté entrepreneur. Puis, ce qui m'amène, je te remercie infiniment pour ta question. En 2009, le gouvernement a enlevé les cours d'économie familiale dans le cursus scolaire, dans le parcours scolaire. Et puis, ça a fait en sorte que savoir calculer
un budget. Savoir comment faire, mettons, te faire à manger le moindrement. La forme d'autonomie, si l'on veut, ça a été enlevé. Ça, c'était quelque chose qui était plus important. Mettre les cours puis je veux pas dénigrer aucune des autres spécialités, puis je préfère ne pas les nommer, mais imaginez-les. On a enlevé quelque chose pour peut-être rajouter autre chose. Parce qu'évidemment, à cause des conventions collectives, à cause d'un paquet d'affaires, à cause surtout des transporteurs scolaires qui noyautent le système scolaire. Ça pourrait faire l'objet un jour, j'écrirai un éditorial là-dessus. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a plus de temps pour apprendre aux jeunes comment faire faire leur propre budget. On n'a pas le temps de leur apprendre non plus comment devenir des entrepreneurs. Comment prendre des chances. Parce qu'on est encore dans un mode industriel dans l'école. Le parcours scolaire, c'est quoi? C'est entre telle heure et telle heure, on apprend telle affaire. Puis là, il y a des objectifs. Puis tu es censé avoir atteint les objectifs. Tu vas passer à l'année suivante, next level, puis ainsi de suite, ainsi de suite. On va souvent avec le plus petit dénominateur commun. Fait qu'on fait passer du monde qui, normalement, devrait redoubler, mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas de capacité d'accueil dans les classes sont déjà loadées. Là où je vais en venir, c'est que ce serait me semble tellement facile de mettre en activité parascolaire des cours d'entrepreneuriat, des accompagnements d'entrepreneuriat pour les jeunes. Nos centres les centres jeunesse sont remplis d'entrepreneurs qui ont pris un mauvais virage. Des petits gens, des petits culs qu'on met sur le trottoir à 18 ans. C'est encore des entrepreneurs à 18 ans. Ils vont tomber dans des mauvaises affaires, la prostitution, la vente de substances, des choses faciles pour survivre, là. Mm-hmm. C'est pas nécessairement ça qu'ils veulent faire, là. Mais c'est ça. Ils sont amenés à le faire. Je pense que on les aime pas, nos jeunes. On les aime pas, nos vieux. Je reviens là-dessus. On leur donne pas les moyens. C'est quoi cette affaire-là? On est dans quelle société? Je suis pas en train de dire que c'est un problème québécois. Je suis en train de dire que c'est un problème occidental, tu sais. Penses-tu que dans d'autres régions du monde, on va stationner nos vieux aux résidences soleil, toi? Non. Ils restent à la maison. Ben là, nous autres, on les veut pas, les vieux, parce que, tu comprends? J'ose pas le dire, là, mais on les aime pas. On va aller voir une fois de temps en temps, tu sais. Pendant ce temps-là, ils lui mettent des grénotes dans leur plat, puis ils leur passent à des barbouillettes en dessous des bras, puis entre les jambes une couple de fois par semaine. Ramenons-le aux jeunes. Les jeunes, il y a quelques initiatives au Québec, mais est-ce qu'on est capable d'en faire des entrepreneurs? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on fait le maximum? C'est non. Est-ce qu'on échappe des talents incroyables? La réponse, c'est oui. Puis, tu sais, un jeune en colère, en fait, compte, là, c'est ça qui arrive. La délinquance, c'est né de la colère. C'est pas né d'autre chose. La colère, ça naît d'un manque, une carence, ça soit une carence affective, comme tu as si bien dit tantôt. D'un côté, tu as un encadrement, une certaine forme de discipline de base, puis beaucoup de tendresse. Fait qu'à quelque part, c'est un mélange entre les deux. Ton image des deux lignes là, sur la route, là, où on se tient entre l'une et l'autre. Le chaos, puis la rigidité. Alors, c'est tout ça. Je veux pas être, peut-être je vais passer pour un idéaliste, puis un rêveur, puis je pense pas. Mais c'est quand qu'on va commencer? Quand est-ce qu'on va commencer? T'sais, le monde nous dit, c'est quand le meilleur moment pour commencer dans l'immobilier? Ben, c'est maintenant. Même si tu l'as pas fait de 25 ans, c'est pas grave. Fait que, OK, garde, acceptons qu'on a échoué, là, avec tous ceux qui sont rendus, là, à des, c'est soit qu'ils sont dans des centres jeunesse, qui sont dans des familles d'accueil, qui sont dans c'est des jeunes qui sont adorables, brillants, de l'amour à donner, sont talentueux. Ce qu'on fait avec eux autres, on est en train de les échapper. C'est quoi le coût social à ça? Mm-hmm. Et là, je tombe dans l'éditorial, mais c'est quoi le coût social à ça? C'est énorme, 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 énorme. Donc, eux deviennent, par la force des choses, un passif à la société, alors qu'ils pourraient être encore ils pourraient rester un énorme actif. Moi, j'ai juste un souhait à formuler, Maxime. C'est que, puis c'est pas le gouvernement que demain matin qui va se décider à faire ça, là. Faut que ce soit des initiatives privées. Tu sais, je pense que je vais me lancer. Ça fait réfléchir. Pas me lancer en politique. J'ai des images dans ma tête quand tu parles de ça. Ouais. Ça fait réfléchir. Et on dit penser globalement, agir localement. Exact. Alors, c'est quelque chose, tu commences quand et où? C'est peut-être ça, là. Exact. Écoute, on va approcher. On a plein d'affaires à se dire, mais on va approcher. Hey, c'est tellement fou, on serait ici jusqu'à demain matin, je le sens. C'est sûr qu'il y a un partout. On va commencer du poulet. On va commander du poulet. Non.
On va approcher la fin du podcast cette fois-là, mais j'avais une question qui venait de nul autre que Félix Rivet, un auditeur. Hey, Félix, oui. Il me demandait, Guy Baillargeon, c'est quoi ton prochain projet immobilier? Mon prochain projet immobilier, je voudrais qu'il se réalise dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la réfection d'une ancienne usine qui est immense. Ouais, j'ai-tu vu ça quelque part? Ça se peut que tu aies vu ça passer. Ouais. C'est un projet vraiment de longue haleine. Et c'est le prochain projet immobilier sur lequel je travaille. Nice. Super. J'avais vu ça passer, puis je sais qu'à un moment donné, c'était pas tout à fait su, mais là, tu m'en parles, donc je sais plus. Oui. Cool, super. Tu as vu d'autres shows, donc tu as vu les questions qui nous amènent à la fin, qui est parmi mes questions préférées sur le show, c'est que si tu avais une chanson qui serait le soundtrack de ta vie, qu'est-ce que ce serait? Ça serait Have a Cigar. Ah ouais, de Pink Floyd? De Pink Floyd. You're gonna go far. C'est pour ça que la photo aussi de ton podcast, aller plus loin, c'est t'as un cigare. T'aimes beaucoup les cigares, je pense d'ailleurs. Ben oui, j'aime ça. C'est un produit de bouche tellement plaisant. Tu sais, GF s'étouffe avec puis il dégueule dans un sac. Là, ça, c'est un clin d'œil à un épisode célébrissime de l'émission. Ah, c'est vrai? Oui, c'est l'épisode de la panne d'essence sur le Richelieu, où est-ce qu'on fumait un cigare, puis à la fin, mais GF, l'équipe de tournage, on avait beaucoup fait, on a fait prise 2, 3, 4, 22, 30, 34, puis à chaque fois, c'est prenez une puff de cigare, tu sais. Mais quand tu vas dans le vent à 25 km/h en bateau, puis tu fumes le cigare, t'en respires, à force d'en respirer, lui, il a le cœur plus fragile que moi. À un moment donné, il a changé de couleur. Là, on a simulé une panne d'essence parce que c'est de la télé. On a simulé une panne d'essence. Et là, lorsque le remorqueur est venu nous chercher, il nous amène au quai à la marina. Puis rendu à la marina, on fait l'entrevue d'après-émission, si tu veux. Fait que moi, on me demande, le cigare, t'es un amateur, etc. Je dis oui. Puis pendant ce temps-là, JF, il y a un sac de plastique devant son visage, puis il est malade. Pour vrai. C'est pas juste la TV, là, c'est du vrai, là. C'est pas stagé. Puis là, moi, je dis au réalisateur, il y a 3 parties dans un cigare, ce qui est vrai. Le premier tiers, c'est le foin. Le deuxième tiers, c'est le divin. Puis le troisième tiers, on l'appelle le purin. J'ai dit, je pense qu'il s'est étouffé avec le purin. Salut JF Tremblay, d'ailleurs. Shout out! Dernière question, si tu avais un livre à partager au plus grand nombre de personnes possible, puis tout le monde qui est venu ici avait, je pense, écrit des livres, là, puis ils ont tous pas le droit de partager. Mais non, jamais de livre. Ben non. Mais c'est un livre que tu aurais à partager pour inspirer, je pense, ou marquer le plus de gens possible autour de toi. Qu'est-ce que ce serait? J'espère que tout le monde qui écoute ça, là, ils vont se procurer les livres qui sont mentionnés ici. Il y en a qui c'est de différents styles, mais je suis convaincu qu'il y a toujours du bon là-dedans. Ouais, mais c'est pas quelques nuances de gris. Non, bon. C'est pas ça. Sont dans la description. Il n'y a personne qui l'a dit encore. Non, hein? Ouais. OK. Écoute, Influence et manipulation de Robert Cialdini, un professeur de l'université américaine, professeur de marketing, qui a écrit ce classique. Le titre est un petit peu sketch, là, dans le sens que tu dis Influence et manipulation, mais c'est un livre, en fait, qui résume l'histoire de la planète au niveau de comment amener les gens à réfléchir d'une certaine façon, comment présenter les choses. Ça explique beaucoup aussi les réactions sociales qu'on a, c'est-à-dire comment un groupe réagit. Pourquoi le quotient intellectuel d'un groupe de personnes est inversement proportionnel au nombre de personnes. Si on commence à agir comme des caves quand on est en gang, en foule. Donc, l'esprit de groupe, on parle de sondage, on parle de façon de vendre les choses, de technique de vente aussi. Donc, influence et manipulation, ça fait partie d'un des quelques livres que tu devrais avoir lu là, dans ta vie là, pour comprendre et maîtriser notre environnement marketing, le celle dans lequel on est à chaque jour, qui fait de nous des meilleurs consommateurs, des consommateurs réfléchis. Et en même temps, lorsqu'on est dans le domaine de la vente, ça nous donne des outils pour pouvoir exercer notre métier, exercer notre profession. Ah wow. Écoute, je suis content que tu le mentionnes. J'avais jamais entendu parler de ce livre-là, Guy. Fait que je prends une note mentale là-dessus puis je vais aller me le procurer. D'accord. Guy Baillargeon, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour inspirer les gens à Flip Academy, à
à devenir des entrepreneurs, à investir dans leur futur, puis devenir des self-made comme beaucoup de gens, je pense, qui sont prêts à faire ça, qui ont envie de le faire, qui ont les capacités de le faire. Ça vaut la peine d'être exploré. Puis s'il y a des gens pour les mentorer comme toi, comme Jeff Tremblay, ben je pense que c'est une belle aventure qu'ils peuvent explorer avec toi. Fait que merci pour ça. Merci d'être venu ici aujourd'hui. Puis on aura sûrement la chance de se recroiser bientôt dans des soirées. Bien, certainement. Et dans d'autres événements ou dans d'autres transactions. Oui, certainement. Puis je tiens à souligner que ton approche facilite le témoignage. Alors, je trouve que c'était très bon. J'apprécie. C'est très bon. C'est venant de toi, je vais le prendre. Ouais. J'apprécie énormément, Guy. C'est good. Puis, ben écoute, on va remercier tout le temps Chuck parce que Chuck, c'est lui qui a rendu le projet Oui. possible. Pas par hasard, mais on s'est fait présenter. Quelqu'un m'a dit, Maxime, j'ai quelqu'un pour ton projet. Puis c'est ce gars-là qui est en... Chuck, t'as fait le Zoo Fest dans le podcast. Qu'est-ce que t'as fait d'autre récemment? Bien sur caméra, comme ça on va pouvoir voir je vais parler un petit peu. qui est le fameux Chuck derrière, Allô? derrière Oui. la régie. Oui, je travaille sur plusieurs projets présentement. Plusieurs projets. J'ai mon propre bébé qui s'appelle Le Petit Bonheur, que c'est tombé sur le titre aujourd'hui. Mais je travaille aussi sur un projet qui s'appelle Répète pas ça, qui est un projet qu'on a reçu Guillaume Dulude, le premier invité du podcast. Et on a reçu François Pérusse au Zoo Fest ce mois-ci. Et ça a été surréal, disons. Parce que François Pérusse, c'est quelqu'un que je veux avoir sur le show parce que ce que j'ai entendu sur François Pérusse, puis si François écoute cette émission-là, on pourrait peut-être lui envoyer, on pourrait même le taguer. Ça a l'air que François Pérusse, c'est le gars de la plus grande éthique de travail que tu vas rencontrer dans l'industrie. Ça, c'est quelqu'un de ses proches collaborateurs qui me disait, écoute, quand il travaille, ce gars-là, c'est comme, il va faire une semaine de travail en une journée tellement qu'il est sharp puis à son affaire. Fait que s'il peut venir un jour de partager ses secrets là-dedans, ça va être fort intéressant. Donc, encore une fois, Guy, merci, bonne chance dans tous tes projets, puis je serais vraiment content que tu me laisses une télé. Ben, c'est pour ça que je l'ai amené. Yes! Pour en fait, mettre une dédicace en plus. Fantastique. Hey, bonne semaine tout le monde, merci d'être à l'écoute. Bye bye.